Bonjour à tous et bienvenue au Presse Club pour ce débat autour de la question cruciale pour nous, question autour de la concentration des médias. C'est un phénomène qu'on observe maintenant depuis plus que quelques années, quelques décennies. On va en parler avec nos deux invités, Hervé Brusini, président du prix Albert Londres, ancien grand reporter. Bonjour Hervé. Bonjour Olivier. Et Luc Herman, bonjour à vous. Merci. Vous êtes journaliste, producteur, réalisateur, co-dirigeant de la société de production indépendante Première Ligne, et vous êtes notamment l'auteur ou co-auteur du film qui s'appelle Média Crash, qui a tué le débat public, co-auteur avec Valentine Auberti, qui est journaliste à Mediapart, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais vous savez, dans la profession, il y a deux types de journalistes. Il y a ceux qui ont le temps de venir faire des débats au Presse Club, et il y a ceux qui travaillent dans la rédaction, et Valentine fait donc partie de la deuxième catégorie. Je voulais peut-être qu'on commence ce débat par faire peut-être un état des lieux, et je me tourne vers vous, Luc Herman, pour dire aujourd'hui, en gros, à qui appartiennent les médias en France ? Les grands médias en France appartiennent à peu de monde en fait. Et la raison pour laquelle avec les journalistes de Mediapart, Valentine Auberti, on a décidé de travailler sur cette enquête qui est une enquête qui est diffusée au cinéma. Alors pourquoi au cinéma? C'est parce qu'on vous crée le débat. C'est pour ça qu'on est ravis. Et Valentine, elle est dans un débat ce soir dans un cinéma dans Paris, au cinéma Saint-Michel. L'idée était de faire une enquête très journalistique, mais pour le plus grand public possible, pour justement mettre un coup de projecteur sur un dossier qui a été peu débattu malheureusement pendant la campagne, à qui appartient pas du tout, ou voire même pas du tout, vous avez raison, extrêmement peu. Ça m'a échappé. Et un petit peu sur France Inter, j'ai entendu quelques fois une question sur la concentration des médias, sur est-ce qu'il faut revoir cette fameuse loi de 86. Il y a un chiffre impressionnant, il y a entre 7, 8, 9 gros industriels qui détiennent la grande majorité des médias privés en France. Mais par ailleurs, on a aussi l'un des services publics les plus forts, les plus puissants en radio, en région, en radio nationale, en chaîne de télévision nationale. On a combien de chaînes de télé? On dit 11, 12 chaînes de télé du service public, ouais. Au moins 5 grandes nationales, et puis il y a tout un réseau énorme. Public Sénat. Vous avez raison, Arte, France Info, France 24, sont les voisins. Non, mais c'est un... Beaucoup. Ouais. Mais pas trop. Ah ben c'est une bonne question. Eh bien oui. Mais moi je le dis tout de suite. Mais pas trop. Bon. Parce qu'on a entendu un président de la République parler d'un problème de redevance. Ça a même été une de ses premières paroles en tant que candidat. La suppression de la redevance en termes fiscaux. Et donc avec ce cortège d'inquiétude qui accompagne toute personne disant « nous allons supprimer la redevance ». Pardon pour cette interruption. Je voulais qu'on en parle un moment, mais je pense que ce n'est pas le cœur quand même du débat. Qu'est-ce qui reste comme média indépendant finalement aujourd'hui? Et est-ce qu'on peut définir ce que c'est d'ailleurs qu'un média indépendant? Alors, je pense qu'il reste beaucoup de médias indépendants en France, mais certains qui souffrent énormément, c'est-à-dire qui souffrent de précarité pour les journalistes qui travaillent au sein de leur rédaction ou qui sont des pigistes au sein de leur rédaction. Il y a tout en France un réseau indépendant et c'est souvent des sites internet numériques. Je pense aux copains de Far West à Bordeaux qui font de l'investigation indépendante, Rue 89 Strasbourg fait un remarquable travail, Rue 89 Lyon, le Ravi, Mars Actu à Marseille. Il y a tout un réseau en France de journalistes indépendants, mais qui survivent ou qui vivent difficilement dans la mesure où ils ont peu ou pas d'abonnés. Certains sont sur des sites internet gratuits et à un moment la formation a un coût. Pour répondre à votre question, et je me retournerai aussi vers le grand sage Hervé Brusini, on a souvent eu ce type de débat sur l'indépendance.
indépendance. Voilà, c'est quoi un média indépendant? C'est un média qui laisse ses journalistes travailler. Et que vous soyez un gros industriel comme Vincent Bolloré, comme patron d'un petit site internet très local sur de l'information locale, ben, c'est de donner les moyens qu'il faut à une rédaction de pouvoir enquêter. Ça veut dire donc de l'argent, parce que pour enquêter, cela prend du temps. Il faut des journalistes compétents, il faut des gens pour les encadrer, et puis quelques règles déontologiques de, bah oui, lorsqu'on a une information, on fait tout pour la publier. Alors, il y a plein donc, de médias indépendants, mais essentiellement aujourd'hui sur le web, des médias de presse écrite. Le Canard enchaîné? Oui, il y a quelques grands succès. Le Canard enchaîné reste indéniablement un énorme succès aujourd'hui, uniquement par abonnement, sans une page de publicité. Mediapart reste un gros succès également. Pardon pour cette autre interruption un peu cuistre d'ailleurs. Est-ce que vous savez d'où vient le Canard enchaîné? Eh bien, on a vu ça dans Illusion perdue, là. On en parle du Canard. Non? Non. Alors, racontez. Le Canard enchaîné, je le dis parce que ça s'inscrit dans cette ligne d'indépendance. En 14-18, le Canard enchaîné apparaît pour une bonne raison. C'est que la presse, à l'époque, je dis ça par rapport aux guerres que nous connaissons, et la presse est sous la tutelle d'une censure absolument terrible. Celui qu'on surnommait le Tigre, Clémenceau, qui était lui-même un journaliste, devient président du Conseil et commence à faire régner la censure. Et alors cette censure, on va l'appeler le bourrage de crâne, parce qu'on y dit n'importe quoi. On y dit par exemple que les munitions allemandes traversent les chairs et caressent le poil du poilu. On y dit que quand on voit des grands convois militaires avec des blessés français, en fait c'est un convoi de rire, où tout le monde est heureux d'être là et se met des bandages comme ça pour jouer un peu quelque chose de l'ordre du cirque. Et donc quand les poilus lisent ce genre d'imbécilité forte, parce que ça parle de leur vie, eh ben, les poilus se mettent à faire leur presse. On appelle ça la presse de tranchée. Et donc ils recopient leurs petits journaux, soit à la main, soit avec des premiers appareils pour la recopie de la chose à imprimer tant bien que mal. Eh bien, le Canard enchaîné, c'est un journal de tranchée. D'accord. Et c'est donc un journal, c'est très important, l'air de rien, par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire de l'enquête et de concevoir l'enquête comme quelque chose qui refuse une sorte de parole officielle. Le Canard enchaîné, d'emblée, va dire « mais tout ce qu'on vous raconte, c'est vraiment tout et n'importe quoi ». Et nous, qui avons des infos parce qu'on le vit, et parce qu'on a des copains, on sort les infos que nous allons sortir. Et depuis, avec Gringoire, c'est le dernier journal issu de cet état d'esprit-là, je dirais, d'une volonté de dire la vérité issue de la pire des circonstances, à savoir la guerre de tranchées. Bon. On a commencé en fait par la fin du débat, je pense, parce que parler de ces nouveaux débats, nouveaux médias, non mais je ne parlais pas de... Merci pour ce point d'histoire, Hervé. J'en reviens à ces nouveaux médias sur Internet qui représentent finalement une forme d'avenir pour une presse indépendante. Je pense que c'est peut-être la fin de l'histoire. Si on veut raconter l'histoire, on peut dire que voilà, sans remonter jusqu'au 19e siècle, la presse, au lendemain de la guerre, va devenir relativement puissante, la presse écrite, relativement indépendante parce que très, très puissante économiquement, que l'audiovisuel, ça c'est autre chose, mais qu'arrive un moment où finalement, la presse ne va plus être rentable, la presse écrite. Et que là, il va y avoir une sorte d'alternative, soit être racheté, soit disparaître. Et on a oublié, mais il y a énormément de titres qui ont disparu, quoi, hein. Il y avait, je ne sais plus combien de
Quotidien. de quotidien au lendemain de la guerre, et qui n'existent plus. Aujourd'hui, on les compte sur le doigt des deux mains. Enfin, les quotidiens nationaux, plus évidemment la presse quotidienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Hervé. Ben, d'abord, moi j'aurais tendance à penser que s'il faut parler du 19e, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, les journalistes, nous faisons preuve d'une perte de mémoire qui est coûteuse quand on prend des chocs technologiques comme ceux auxquels vous faites allusion, le numérique, et on s'en remet à la technologie pour expliquer la perte de vitesse, alors qu'il y a peut-être d'autres éléments d'explication dans notre histoire. D'abord, le premier point, c'est de voir que les premiers grands journaux qui tirent l'air de rien à 1,5 million d'exemplaires en 1880, parce qu'il y a les premières rotatives, il y a la linotypie, parce qu'il y a un emballement des gens à cette découverte du monde de l'information, mais qui le fait? Ben, Francis Buick de l'époque, c'est un grand entrepreneur qui démarre un journal comme Le Matin, il a à ses côtés un banquier. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, que ça rende. Ils veulent que les affaires marchent. Et donc, ils restreignent, ils économisent, et en même temps, ils investissent un certain nombre de choses. Et puis c'est l'invention de la publicité. Ah ben, bien sûr. Mais vous avez vu Illusion perdue, vous l'avez vu, hein, parce que là, c'est une histoire formidable de la presse qui n'est pas complètement à la gloire du métier de journaliste, on va dire. Oui, mais pardon, Ouais. là aussi, petite nuance. Illusion perdue raconte la presse avant l'arrivée de cette Juste avant. presse. Juste avant. Et donc, elle raconte, Illusion perdue, raconte ce cloaque des amitiés, de la corruption dans un petit monde littéraro-politique où on s'achète des faveurs de commentaires positifs à coup de billets et à coup de chantage. Arrive une deuxième presse qui est la grande presse d'information, parce qu'entre-temps, il s'est passé un truc formidable. C'est que les Françaises et les Français ont appris à lire. Et que donc la masse est en capacité de découvrir l'info. Et qu'un type absolument génial va sortir un canard qui s'appelle Le Petit Journal, d'où le fait que Barthès a repris ça en clin d'œil, qui est une feuille qui s'achète pour 1 sou, c'est-à-dire le truc qu'il y a au fond de la poche. Pardon, c'est moi, on ne devrait pas faire des choses pareilles, je vous prie de m'excuser. Et donc, la presse démarre, c'est un élan absolument extraordinaire. Et sur quoi est fondé son succès? Sur le reportage, sur le récit, le fait divers, où on va dans les caniveaux du plus sanglant et du plus sordide, avec des affaires de serial killer, une affaire Troppmann, un mec qui... Ça va être l'illustration. Hein. Ah, mais ça, c'est l'illustration, c'est un autre truc qui arrive 20 ans plus tard, qui est la photo. Le dessin au début. Le dessin de guerre, le dessin, l'horreur par rapport aux faits divers, et ensuite les feuilletons, et donc tout ce qui concourt à faire la presse. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en viens à votre question, et je vais répondre rapidement. Mais c'est important de savoir d'où nous venons. Mais je suis absolument... L'enjeu de l'histoire, persuadé. pour moi, est capital. Peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous avons eu un énorme problème que nous ne pouvons pas réduire à une question technologique. C'est cette fameuse histoire de la perte de confiance. C'est le fait qu'il y a eu des crises considérables, il y en a eu plusieurs, dès la fin du 19e, puis ensuite à la sortie de la guerre 14-18, c'est ce qui a donné la charte éthique. C'est-à-dire que les gens se sont barrés. Ils n'ont plus lu la presse parce qu'ils ne la croyaient plus. Et donc, on s'est doté de chartes pour dire « mais nous ne sommes pas les délinquants de la vérité que vous croyez. Nous avons une vraie déontologie et même, pourquoi pas, une éthique. » Et donc, ce travail d'érosion
avec en plus des coups d'accélérateur à la télévision, comme des images épouvantables, la petite Omaïra, pour ceux auxquels ça rappelle des souvenirs, la première guerre du Golfe. Cette presse a été de plus en plus considérée comme une presse qui précisément n'était pas indépendante et qui était aux ordres. Et pire, qui ne disait rien de ma vie. Les gens ne se reconnaissent que difficilement dans ce que dit la presse. Ça fait 30 ans que La Croix fait ce fameux baromètre. Terrifiant pour notre Terrifiant, d'année en année, c'est terrifiant. Enfin, terrifiant. Est arrivé, terrifiant pour nous, bien sûr. est arrivé une chose majeure qui est le numérique. Et qu'est-ce que c'est que le numérique? Le numérique, c'est la capacité que nous avons, nous tous, de dire ce que nous pensons, de prendre des images, de raconter notre vie, de faire des commentaires dans tous les sens. De devenir des journalistes. En tout cas, des journalistes de notre vie, de notre intimité, le petit dernier. Pardon Hervé, mais Oui. ça a commencé avant l'arrivée du numérique et des réseaux sociaux. Tu disais, et tu rappelais fort justement finalement que les grandes révolutions de la fin du 19e siècle, c'est que les gens ont appris à lire. Oui. On pourrait dire qu'une des grandes révolutions des années 80, c'est que les gens ont arrêté de lire. Oui et non, parce qu'ils n'arrêtent pas de lire. Alors, je suis d'accord avec toi, mais Ils les font années des 80, images, tu as raison. il y a quelque part l'audiovisuel qui est monté en puissance alors avant et qui est devenu le média dominant. La télévision est devenue un média archi-dominant, fragilisant quand même considérablement des quotidiens, Oui. qui étaient en plus, qui sont, pour plein de raisons, mais des quotidiens qui sont chers à fabriquer. Oui. Et Bien qui sûr. sont chers. Et économiquement, il y a un moment où un certain nombre de journaux se sont retrouvés dans une position où ils n'étaient plus viables. Oui, ou le peu de lecteurs, et puis pour les acheminer de Lille jusqu'à Propriano au sud de la Corse, tout ça coûte très cher à fabriquer, à paginer et à distribuer. Et on le voit, hein, malheureusement, il y a de moins en moins de kiosques à journaux aussi dans Tous les le aides pays. mis en place Par l'État, qui introduisent Non, une parce que sorte de moi, relation Je veux me bizarre. faire avec la l'avocat du presse. diable. Je veux me Oui. faire l'avocat du diable en disant finalement, on observe une concentration dans les médias et puis on peut parler. Et parlons de la presse écrite peut-être. On viendra à l'audiovisuel après. Mais on a vu cette concentration, les groupes persans, les groupes Hachette se On constituer. l'appelait le papivore à l'époque. Voilà. Absolument. Est-ce que finalement, ces grands capitaines d'industrie rachetant des journaux n'ont pas été les bienfaiteurs de ces journaux en les sauvant? Et encore plus récemment, jusqu'à Encore Xavier plus Niel, maintenant. Xavier Niel qui a investi beaucoup d'argent dans le monde et qui a permis que le monde soit profitable aujourd'hui. Il y a plus d'investisseurs aujourd'hui qui achètent les journaux, pas forcément pour exercer le pouvoir des journalistes, mais surtout pour sauver la presse qui est aux abois pour la plupart. Ça ne fait que dégringoler les ventes. Est-ce Mais oui. qu'il l'achète pour la sauver ou est-ce qu'il l'achète Si, pour s'en servir? Non. Un peu des deux, vous allez me dire peut-être. Un peu des deux, pour un peu contrôler aussi. On démontre dans notre enquête, par exemple, des choses assez troublantes dans le groupe de Bernard Arnault. Bernard Arnault n'a pas énormément de médias, il y en a certains importants. Hein. Les Échos, le Parisien, Les Échos, Radio le Parisien, Classique. et parfaitement. Les Échos, le Parisien aujourd'hui en France avec une déclinaison nationale, mais vous achetez de l'influence également. C'est vrai que la Société des journalistes des Échos, qui est assez courageuse, se bat régulièrement pour faire passer des papiers, ou même quelquefois juste pour mentionner qu'il parle d'une marque en particulier, et de dire entre parenthèses que c'est une marque qui appartient au groupe LVMH. C'est le premier quotidien économique français où certains journalistes se retrouvent souvent dans des positions assez délicates d'avoir à parler des affaires du détenteur de leur journal. Bernard Arnault, qu'on aurait souhaité interviewer dans notre enquête, qui a refusé, lui, il dément totalement toute influence. Il explique que devant la commission sénatoriale, qui est intéressant, son explication, il dit voilà, nous sommes plutôt... Il y a une commission sénatoriale qui vient de rendre son rapport la semaine dernière, qui préconise des choses intéressantes. A convoqué
effectivement tous ces grands patrons de presse, c'était il y a quelques mois. Et, Voilà, donc, et Bernard Arnault est allé, et lui, il parle de mécénat. Il dit voilà. Figaro dit, j'ai trouvé qu'elle a accouché d'une souris. Hein. C'est le titre du Figaro sur la commission des résultats de la commission. Oui, la commission est assez décevante la semaine dernière. Voilà, ils se sont beaucoup écharpés, à droite comme à gauche. Donc Bernard Arnault dit finalement c'est du mécénat. Voilà. Pour aller dans le sens de ce que vous disiez, moi je me souviens de cette phrase de Jean-Luc Lagardère qui disait moi quand j'ai besoin de voir le Premier ministre, je le fais inviter par Europe 1. Vous avez raison, exact. Donc évidemment il y a une radio d'influence. Il y a une radio d'influence. Est-ce que cette concentration est une menace pour la liberté de la presse? Alors, c'est la question quand même. C'est la conclusion qu'on arrive dans notre enquête avec Valentine Auberti, c'est d'ouvrir en tout cas le débat sur le fait qu'il faut un peu plus de garde-fous. C'est plus dans l'audiovisuel, on parlera de l'audiovisuel après, mais cette loi de 1986 est assez obsolète, que des grands patrons détiennent des grands organes de presse. C'est la liberté d'entreprise. Ça devient un problème quand la grande majorité des quotidiens nationaux sont détenus par des grands industriels. Ça crée un problème évident de pluralisme de l'information et d'accès aux citoyennes et aux citoyens à l'information. Et Hervé le rappelait tout à l'heure, l'image des journalistes qui est déplorable pour regagner la confiance des lecteurs qui ne lisent plus, qui n'achètent plus des journaux, qui ne s'abonnent plus à des journaux, pour regagner la confiance des téléspectateurs ou des auditeurs en radio, ça ne peut passer, j'en suis absolument convaincu, que par une indépendance des rédactions. Et en donnant un petit peu plus de pouvoir, c'est pas énorme, hein, donnant un petit peu plus de pouvoir aux sociétés des journalistes dans les différents organes de presse pour être un contre-pouvoir un peu plus important au sein même de très grands médias. Hervé, ce que tu disais tout à l'heure, Fétilde, quand tu parlais effectivement de ce manque de confiance, de cette désaffection du lecteur pour ces journaux, il y a un événement, à ton avis, qui marque une sorte de bascule Je sais pas, moi je trouve que c'est un effritement avec à chaque fois des coups de boutoir puissants, par exemple, même des coups, parlons de l'audiovisuel, les Twin Towers, ce jour-là, quand la télévision rend compte en direct de la vague d'attentats, la télévision devient immédiatement suspecte de vouloir en faire un commerce, quelque chose de nauséeux, et elle prête le flanc parce qu'elle ne cesse d'ouvrir cette petite fenêtre à côté du présentateur ou de la présentatrice. On voit sans cesse les avions rentrer dans les tours, et les gens disent « mais arrêtez, nous ne le supportons plus, c'est anxiogène, et pourquoi faites-vous ça? Parce que vous pensez que ça attire de l'audience. » Et donc ce procès qui est très courant, de voir qu'à chaque fois nous sommes encore une fois certainement des délinquants de l'info parce que nous cherchons d'autres choses, des choses inavouables, c'est-à-dire en quelque sorte capter le succès par l'horreur. Il n'y a pas pire. C'est pour ça que je pense que ce que nous vivons aujourd'hui est un défi majeur pour tous les médias, cette guerre qui se passe actuellement en Ukraine. C'est savoir si les journalistes vont être à la hauteur du défi de vérité que constitue cette guerre. Hervé, mais quand on monte les images, on dit vous faites du spectacle, quand on ne les montre pas, vous dites vous faites de la censure, mais parce que c'est compliqué. Hein. Mais parce qu'Olivier, montrer une image n'est pas suffisant. Il faut expliquer comment on y est arrivé, les circonstances de production de cette image. Boutcha est un problème. Boutcha, beaucoup de reporters sont allés là-bas. Comment sont-ils allés sur le terrain? Qui leur a indiqué? Quand on commence à ne pas évoquer toutes les questions, j'ai vu ça hier et avant-hier, des gens remettre en question, à commencer par les Russes, de manière parfaitement délirante, qui ne sont pas sans rappeler quelque chose qu'a connu Luc, à savoir le terrible assassinat de nos confrères de Charlie,
parce que là aussi, il disait que dans un rétroviseur, on voyait bien qu'un homme était en train de bouger et que donc les corps qui étaient à terre étaient une reconstitution avec des comédiens. On passe par toutes les gammes du complotisme. Ouais. Et en même temps, il y a eu Timisoara, Alors, dont on Timisoara, se souvient également. oui, Et oui, et non, mais parce que ça existe aussi, et c'est ça qui est compliqué. mais Timisoara, c'est une monstrueuse connerie globale, puisque on dira juste, Timisoara, vous vous souvenez de ce que était En Roumanie. Timisoara en Roumanie? Ce charnier qui a été découvert, Voilà. dont on s'est aperçu après. Qui n'en était pas un. Qui n'en Qui était- étaient des corps qui Non. venaient de la morgue. Exactement. Et pourquoi est-ce qu'on a réécrit l'histoire de ces pauvres personnes qui sortaient de la morgue? Parce que l'AFP elle-même a réécrit la dépêche de son envoyé spécial à Timisoara, parce que derrière une autre agence qui s'appelait l'agence Tanjung yougoslave disait mais non, il y a 4000 morts à Timisoara. Et donc Paris qui s'est dit mais ils n'ont pas tout vu, notre envoyé spécial ne connaît pas ce contexte. Et ils ont réécrit la dépêche. C'est une monstruosité, c'est une grande erreur, effectivement. On l'a expliqué à plusieurs reprises, mais tu sais, Olivier, on ne sait toujours pas qui a manipulé toute cette affaire. On a parlé du KGB avec notre ami Poutine et de tas d'intervenants, mais Timisoara reste un mystère. En revanche, il reste une honte, effectivement, pour le métier que nous faisons. C'est une tâche. Et là, je pense, encore une fois, que cette guerre, avec un travail extraordinaire de la part des reporters qui sont là-bas, Mais qui est très difficile, évidemment. où il y a plein de femmes qui font un travail formidable, eh bien, nous sommes en train de concourir à un truc qu'on n'avait jamais vu en termes de guerre. C'est constituer de l'archive en temps réel pour documenter une guerre. C'est la première fois. On a eu la convocation de journalistes au tribunal pénal international de Yougoslavie. On a eu cette même convocation pour le Rwanda. Souvenez-vous qu'à Nuremberg, on envoie des caméras pour filmer les camps. Ce sont des grands réalisateurs américains qui vont là-bas, John Ford, Sturges, Samuel Fuller. Et c'est eux qui vont documenter avec une grammaire très préécrite la première vision de la libération des camps. Et c'est quelque chose qui va être montré à Nuremberg en même temps que Nuremberg filme le procès. Il y a une sorte de double jeu d'images. Et bien là, ce qui se passe dans ce travail à la radio, où tu as tous tes confrères qui font un travail stupéfiant, à la télévision, sur les réseaux sociaux, nous sommes en capacité de constituer une vidéothèque, une informationnothèque, si vous voulez, qui peut servir d'élément de preuve sur cette guerre. Et ce qui me navre, pour aller au bout de ma pensée là-dessus, qui n'est pas très évoluée, mais quand même dire une chose. Le New York Times, et je m'adresse à l'enquêteur, parce que le film qu'ils ont fait, je dis ça juste entre parenthèses, est remarquable. C'est un film qui est une enquête, qui n'est pas une vitupération sur les grands potentats et la presse. Non, c'est un travail d'enquête comme ils savent faire. Ce qui se passe, c'est que le New York Times, AP, documente tous les jours cette guerre à l'épreuve des éléments qui peuvent concourir à prouver qu'il y a eu crime de guerre. Le New York Times, par exemple, s'est procuré les images des satellites pour démonter un argument russe qui consistait à dire que leurs hommes étaient partis depuis bien longtemps et que les corps convoyés ont été ajoutés après. Manque de peau, avec les images satellites, on voit que les corps étaient là avant. Eh bien, ce qu'il faudrait, c'est que l'Europe, les grands médias européens, l'UER et un certain nombre de consortiums dont tu as le secret, se réunissent, rassemblent le travail de reportage des uns et des autres,
en fasse une documentation ouverte qui soit à disposition de qui voudra faire cette histoire et éventuellement des juges, car ça donne aussi une utilité importante. Exactement, car l'enjeu, c'est la vérité. Venons-en aux médias audiovisuels et cette concentration dans les médias audiovisuels, alors qui peut sembler paradoxal sur le temps, parce que pendant longtemps, la concentration audiovisuelle, c'était une concentration d'État. Jusque finalement, avec l'apparition des, ce qu'on appelle les radios périphériques, et puis ensuite la libération des... les radios libres, c'était en 1981, et puis les premières télévisions privées, et puis ensuite l'arrivée de télévisions de masse. Il y a un problème aujourd'hui? Alors, le problème qu'on a, nous, sur lequel on a nous enquêté modestement, c'est une enquête qu'on a faite en à peine 5 mois, on a parlé du cas d'Europe 1. Et c'est pour ça que on a surtout lancé cette enquête, quand, juste avant l'été, comme plein de journalistes, plein d'observateurs étaient surpris de voir qu'il y avait pas mal d'intérêt autour du groupe Lagardère, notamment de Bernard Arnault, qui finalement décide de faire machine arrière, et donc vraiment d'une montée en puissance extrêmement rapide du groupe de Vincent Bolloré au sein de Lagardère, notamment pour le contrôle d'Europe 1, du journal de dimanche et de Paris Match. On interroge un homme absolument délicieux dans notre enquête qui s'appelle Olivier Samin, qui a été journaliste économique pendant 40 ans à Europe 1, qui vient d'en partir et qui nous raconte avec ses mots à lui, il était délégué national SNJ d'Europe 1, et raconte, mais il est meurtri lui-même en disant, voilà, on a vu à quel point la mainmise de Vincent Bolloré a totalement chamboulé la ligne éditoriale d'Europe 1 en à peine quelques mois. Et il dit, on avait vu le long conflit chez iTélé, et donc il a une analyse qui est très juste, qui dit, voilà, un nouvel actionnaire peut parfaitement entrer dans le capital d'une entreprise privée. Là, il nous dit, voilà, nous qui étions une rédaction indépendante, où on pouvait décider des choix de rédaction, on pouvait s'engueuler avec notre rédaction en chef, mais on pouvait discuter de tout ça. Là, il dit, voilà, sont arrivés de nouveaux rédacteurs en chef, ça peut changer, mais surtout avec une ligne vraiment clairement conservatrice. Et malheureusement, avec vraiment des sujets qui ne passaient plus. Et donc, il a expliqué, lui, il a dit, ben, on s'est mis en grève pendant 5 jours, c'était la première grève du média privé européen, 5 jours de grève au mois de juin, et il dit, et on avait bien compris qu'on avait perdu, on était ravis de voir qu'on a eu quelques soutiens chez nos confrères, il dit, mais je ne pouvais pas rester, je ne pouvais pas rester. Et c'est ce qui s'est passé 5 ans plus tôt, lorsque Vincent Bolloré a mis la main sur iTélé, pour transformer la chaîne d'une façon assez brutale. Plus de 100 journalistes sont partis. Sur Europe 1, c'est entre 45 et 50 journalistes sont partis, et des personnels de production et administratifs également. Donc pour vous répondre en un mot, sur une radio comme Europe 1, les journalistes au sein même de la radio expliquent qu'on n'avait pas vu ça dans un média privé, qu'une ligne éditoriale change aussi rapidement dans un média qui, sur papier, est un média généraliste. C'est-à-dire que le propriétaire de Valeurs Actuelles, comme le propriétaire de l'Huma Hebdo, c'est très différent. Ça peut être des journaux d'opinion, des magazines d'opinion. Là, on parle d'une grande radio qui a les grandes voix d'Europe 1, quoi. Voilà, ça a bercé notre enfance, et de nombreux journalistes, peut-être ici, ont travaillé pour Europe 1. Vous êtes arrivés à travailler pour Europe 1, messieurs, dans vos carrières? Non, moi j'ai failli y aller, puis ça s'est pas fait pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais effectivement, il y a eu une époque où, quand on travaillait à Radio France, à partir du mois de mars, on restait à côté de son téléphone en se disant, si ça se trouve, l'Europe va m'appeler. Aujourd'hui, à France Info, on a récupéré pas mal de malheureusement, voilà, c'est ça, exactement. c'est presque un peu de peine, parce que c'était quand même une marque extraordinaire de la presse française, et qui est quand même assez mal en point. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, après tout, quelle est la différence entre Europe 1, l'Humanité, ou le Figaro, ou Valeurs Actuelles, ou Libération? Ce sont des entreprises privées qui ont un propriétaire qui va définir les limites d'une ligne éditoriale.
pourquoi devrait-il s'interdire d'adopter la ligne éditoriale qu'il a choisie? Alors, sur le cas de Valeurs Actuelles, je vous dis, sur le cas d'Europe 1 également, c'est une radio privée et l'actionnaire est absolument libre. Et ensuite, si ça marche, si c'est un succès, ça marche. Le problème se pose plus lorsqu'il y a des fréquences publiques, et le problème se pose plus dans le cas de CNews. C'est une chaîne qui est certes totalement privée, c'est pour ça que je prenais ce parallèle peut-être avec Valeurs Actuelles. Donc je rebondis, vous avez raison sur Europe 1, je vous suis parfaitement, ils sont parfaitement libres. Sur CNews, ça pose un problème parce que c'est une chaîne qui a obtenu une autorisation de l'État, une autorisation d'émettre sur la TNT. Les fréquences sont assez rares, il n'y a pas énormément de chaînes sur la TNT, et leur autorisation est pour une chaîne d'information pluraliste, comme il y a des chaînes musicales, comme il y a des chaînes de cinéma, comme il y a des chaînes plus familiales, et le problème se pose plus d'une façon plus aiguë. Alors là, sur un problème de cahier des charges, on pourrait dire. Exactement. Voilà, C'est pas une chaîne d'opinion, ça doit être une chaîne d'information, et donc il y a un problème de cahier des charges tel que édicté par le régulateur. Bon, la question centrale quand même, vous allez avoir, je vais vous laisser la parole, évidemment vous allez pouvoir poser des questions qui sont intelligentes, mais moi je pense que la question centrale c'est est-ce que cette concentration qu'on voit aujourd'hui finalement, c'est une dizaine de personnes qui détiennent une grande majorité des médias privés. On peut dire, Drahi, Xavier Niel, Bolloré, Lagardère, oui, on peut... Et Bernard Arnault. Bernard Arnault, bien sûr, je ne dis pas. Enfin voilà, quand on en est à 6, on n'en a pas beaucoup. Est-ce que ça crée une menace sur le pluralisme et la capacité que pourraient avoir les Français à être correctement informés? Parce que c'est ça, dans le fond, le vrai problème. Luc a fait allusion. D'abord, il a dit une première chose avec laquelle moi je suis profondément d'accord, c'est que ce que tu viens de décrire ne peut qu'inquiéter. S'il y a peu de gens qui détiennent cette multiplicité de médias, on ne peut que se poser des questions sur ce qu'ils pourraient en faire. Et deuxième élément que vous venez d'évoquer, c'est que Bolloré a fait une démonstration quelque part. Il a démontré qu'effectivement, quand on captait une chaîne comme CNews, on pouvait en faire une chaîne où il n'y a plus de journalisme, où il n'y a plus de travail éditorial réel. Je parle du reportage de terrain tel que nous le connaissons et qui définit une déontologie du journalisme. Et que donc ça fait très peur quand on voit effectivement, a fortiori, et peu importe d'ailleurs s'il l'avait fait d'un autre sens, mais au service de quelle parole il le fait. Alors, justement, et moi je suis là pour mettre les pieds dans le plat. Et mais vas-y, tu lui as de très belles chaussures. On va dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, CNews est une chaîne qui penche à l'extrême droite, même si les gens de l'extrême droite n'aiment pas ce terme, mais on peut dire que c'est une chaîne qui est proche des idées de quelqu'un comme Éric Zemmour. D'autant qu'elle l'a promu. Bien. De quel droit est-ce qu'un média, aujourd'hui, en France, ne pourrait pas se faire l'écho de ce courant de pensée, dans la mesure où, et on va bien voir ce que vont donner les élections dans moins d'une semaine, ce courant de pensée représente plus d'un tiers de l'électorat français. Alors ça, c'est une grande question. Et c'est la question, en fait, que tu poses, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'est notre démocratie à l'aune, a fortiori, d'un élément très signifiant qui est la presse, l'information. Alors on a un exemple de ce qui nous guette, de gens qui ont vécu cela, c'est les États-Unis, comme on dit. Avec Trump, on a vu quand même des journalistes et des rédactions devoir aller interviewer, c'est bien normal, le président, qui leur disait « vous êtes des faussaires sans cesse, vous êtes des fabricants de fake news, je vous hais quelque part, hein ». Et en même temps, voilà ma décision en matière d'économie, de politique étrangère, à vous, qui n'en parlerez pas, tout en sachant qu'ils allaient en parler, car telle est la loi du système. Et puis est arrivée la période électorale,
où effectivement, là, on a vu une sorte de coup d'accélérateur, y compris ce qui s'est passé dans au Congrès. Et on a vu, auparavant même, dans les discours de Trump, un tel extrémisme que certains réseaux sociaux ont fini par se dire « nous n'allons plus répercuter, nous fermons le robinet Trump ». Oui, mais on n'a pas fermé le robinet Fox News. Non mais d'accord, ouais. Mais là je dirais qu'on a pris le cœur du nucléaire, à savoir la parole de Trump. Et il s'est trouvé qu'est né aux États-Unis un courant critique très puissant qui s'appelle le both-sidisme, c'est-à-dire qui critique le fait de mettre sur les plateaux d'une même balance quelqu'un qui nie la réalité des choses, qui est contre la vérité, la constitution de la vérité, d'un discours de vérité, en gros qui peut dire que la terre est plate, que ta chemise est vraiment noire et que ça n'est pas supportable, et de l'autre côté, des gens qui font le travail de l'information. Et ça a été ravageur. Dans plein de rédactions aux États-Unis, il y a des rédacteurs en chef qui ont dû partir car eux ont pratiqué cette politique, qui consiste à avoir un jeu équilibré de la démocratie, y compris avec le diable, même si nous mangeons avec lui, avec cette fameuse longue cuillère. C'est un vrai problème, ce que tu poses. Évidemment. Bien sûr, parce que le problème s'est posé aussi au New York Times. Bien sûr. Où, presque à l'envers, la responsable des pages débat du New York Times a été obligée à démissionner, absolument, considérant qu'elle ne pouvait plus faire son travail comme tout à fait. Tout à fait. Et donc, parce qu'il y avait une forme de totalitarisme, on va dire, pour l'équilibre, etc. Absolument. Et donc se pose une question qui est pas simple et qui est fondamentale, qui est celle du vécu de la démocratie, du débat en démocratie, de ce que nous souhaitons être les éléments de ce débat, et au cœur de ça, le travail de la construction, de la fabrication de l'information. Et donc, moi je trouve ce débat passionnant, et je pense qu'à terme, nous ne pourrons pas rester dans une version timorée. Et là, tant pis, je me mouille un peu, mais du démocrate qui dit, après tout, il faut quand même peser le pour, le contre, face à des gens qui peuvent faire ce travail de destruction intensive des valeurs de la République. C'est le débat autour, fallait-il interdire Russia Today? Exactement. C'est exactement le même débat. Exactement. Alors, Lugerman, qu'est-ce qu'on pensait? On en a débattu plusieurs fois dans les salles. On en est à 120 débats après la sortie du documentaire. Je n'en ai pas fait 120, j'en ai fait une bonne quinzaine. D'autres journalistes de notre équipe, chez Première Ligne, chez Mediapart. Il y a beaucoup débattu, vous en pensez quoi? Et la question a été posée plusieurs fois en disant fallait-il interdire Russia Today? Moi, je suis partagé. Voilà, moi, je trouve que c'est une mauvaise signe d'interdire un média. Et je vais vous répondre en vous répondant sur CNews aussi. Donc moi je pense qu'il ne fallait pas interdire Russia Today, et au contraire, et pour bien combattre la propagande de Russia Today, c'est de permettre aux gens de regarder un peu Russia Today, mais aussi d'écouter ou de lire des journalistes sérieux qui vont dire bah non, là c'est du mensonge éhonté, ou comme le travail remarquable du New York Times sur des images satellites pour montrer que la propagande russe devait mentir. Je vous réponds à votre interpellation d'Hervé Brusinet tout à l'heure lorsque vous interpelliez Hervé pour dire est-ce qu'il y a effectivement une extrême droite extrêmement forte dans les sondages en France. Est-ce que CNews ne comble pas un manque dans la presse, dans la presse française, voilà. En fait, la réponse est non, mais sans une seconde d'hésitation, parce qu'ils ont une fréquence publique pour une chaîne d'information pluraliste. C'est très différent si Éric Zemmour monte son propre site internet, si Vincent Bolloré monte sa propre chaîne sur internet, sur son site internet. Là on parle d'une fréquence publique où, sans abonnement aucun,
conséquent, n'importe qui en France qui a la TNT peut avoir, grâce à nos impôts collectifs, accès à 27 chaînes, 28 chaînes de télévision gratuites. Et le problème, il est là. Il est que le régulateur ne peut pas permettre qu'une chaîne d'opinion, qu'elle soit d'ultra extrême gauche ou d'ultra extrême droite, d'avoir une fréquence publique. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas une chaîne privée. Est-ce qu'il y a des questions? Enfin, une chaîne privée indépendante. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Oui. Plutôt une réflexion, je rejoins, c'est est-ce que aussi le fait que Vincent Bolloré, par exemple, avec Canal+, il a quand même fait aussi un grand ménage, au même titre qu'ITélé ou Europe 1, mais ça a moins choqué parce que Canal+, c'est payant. La presse écrite, que ce soit Libération, Le Monde, Le Figaro, l'UMA, Valeurs Actuelles que vous citiez, c'est pareil, c'est payant. Donc quand on l'achète, on sait ce qu'on achète. On achète une ligne éditoriale, marquée politiquement ou non. Quand on va sur CNews, autrefois iTélé, quand on va sur une chaîne de la TNT ou même une chaîne gratuite publique, quand on écoute une radio, c'est gratuit, donc c'est accessible à tous. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème, le fait de cette gratuité de ces chaînes-là qui aujourd'hui ont une ligne éditoriale forte, aussi bien Europe 1 que CNews, par rapport à une presse écrite payante où on sait qu'on a fait l'acte d'acheter et donc de choisir l'information qu'on veut avoir? Oui, il y a ce problème-là, vous avez raison, mais restons sur le cas de CNews. CNews, il y a de la publicité, donc c'est une chaîne qui ne gagne pas beaucoup d'argent, mais qui en perd beaucoup moins, ou qui en perd presque plus, ou qui commence à en gagner un tout petit peu. Elle fait des bonnes audiences. Vous l'avez vu avant l'été, CNews, avec le succès d'Éric Zemmour, est passé devant BFM, pas de très nombreuses fois, mais quelques fois. Pendant le confinement aussi, les audiences ne sont pas exceptionnelles, mais c'est autour de 1 million, 1 500 000, 1 600 000. On est loin des grandes chaîne historique, mais quand même, c'était énormément de monde. C'est indéniablement un succès. Il y a indéniablement un public. Le problème, vous avez raison, c'est peut-être que c'est facilement accessible et c'est gratuit. Ça le serait également si c'était sur Internet. Pardonnez-moi, je suis en boucle, mais il y a une convention. Et la convention signée avec le CSA, qui s'appelle l'ARCOM aujourd'hui, c'est une convention pour une chaîne d'information pluraliste. Et les journalistes, malheureusement, on les voit beaucoup moins sur cette chaîne. Mais sur Internet, c'est pareil. On fait l'acte de taper quelque chose qu'on a envie d'aller regarder. On choisit une éditoriale également sur Internet. Si je tape Éric Zemmour, je vais tomber sur la chaîne ou Jean-Luc Mélenchon, peu importe, mais c'est pareil, c'est un acte aussi. Sur la télévision, on va dire la TNT, comme vous disiez, sur cette convention, mais on zappe et on peut tomber sur CNews. Enfin, c'est des choses, je trouve que c'est une nuance importante, je trouve, sur le fait de zapper sur la TNT ou faire l'acte d'acheter un journal ou d'aller sur Internet. D'autres questions? Oui, monsieur. Oui, Il doit plus vite que vous. C'est ça. Mais ça sera, après, c'est promis pour vous. Alors, qui définit la démocratie, la vérité et les valeurs? Alors ça, c'est Hervé. C'est moi, monsieur. Et je vous remercie de me poser la question. Je suis à votre disposition. Bien sûr que toute la question est là. C'est la question. Je complète. Oui. On est devant CNews, on peut dire qu'ils ne parlent pas assez de la gauche. Oui, ça, on pourrait le dire, par exemple. Oui, ils en disent que du mal, mais bon. Oui, on effectivement. À contrario, on peut dire que d'autres chaînes... Vous pouvez dire que France Inter ne dit jamais bien de Éric Zemmour. Comment? Vous pouvez dire que France Inter ne dit jamais bien de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Non, je parle des idées, je ne parle pas des gens. Oui, C'est ce qu'il veut dire aussi. C'est pas pareil. Oui. Donc, Vous faites bien de le rappeler alors, ça lui fait du bien. C'est vrai. Il y a des qui définissent les valeurs. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Ça c'est bien et ça c'est mal. Alors, déjà, les valeurs, on va dire, la répartition quantitative et autres, pour le coup, on en sait quelque chose dans le public, et toi aussi, en période électorale, vous voyez bien que l'ARCOM est en train de prendre garde au fait qu'il n'y a pas une seconde qui, quelque part, donc c'est une sorte de démocratie de l'arithmétique. D'accord? Donc, au moins... Pardon? Pendant 15 jours. Oui, mais attention, en dehors des 15 jours, il y a aussi une surveillance qui s'opère, qui est moins dans l'arithmétique, qui est moins stricte, on va dire. Qui est moins stricte, mais qui néanmoins est surveillée. Et si on commence à faire des conneries, je peux vous assurer que derrière, on vous rappelle à l'ordre et il y a tout un jeu de mesures de rétorsion. Ça, c'est... Juste, je vais vous donner un exemple pour conforter ce que tu viens de dire. Le week-end dernier, je présentais des informés sur France Info. Il se trouve qu'il y avait le grand meeting d'Emmanuel Macron, parce que c'est le seul meeting avant le premier tour. Interdiction d'en parler.
j'ai eu interdiction d'en parler parce que sinon on était en avance sur Macron. Et voilà. Et bon, alors voilà. C'est très frustrant alors que c'était c'est frustrant parce qu'il y avait plein de trucs à dire, quoi, voilà. Et Ouais, donc mais là, c'est absurde. vas-y, C'est absurde, c'est même plus que frustrant. Voilà. Ça veut dire que donc l'arithmétique sur le papier peut être parfaitement formidable, est en fait absurde par rapport à un événement. Se sont rattrapés. Pardon? Les réseaux sociaux se sont rattrapés. Ah mais les réseaux sociaux, Ils font ce qu'ils veulent. ils font ce qu'ils veulent, c'est autre chose. Oui, mais non, vous avez mais- raison. Vous avez Bien raison. sûr, vous avez après sur les valeurs, je pense être moi un dossier, un aspect dont les journalistes ne parlent quasiment jamais. Ils ne parlent jamais de leur éthique, comme s'ils en avaient peur, alors que nous avons des chartes, qu'il y a des gens qui se sont battus pour ça, qui sont comment dire, remises et critiquées au fil des années, et qu'en 1918, encore une fois, quand un petit groupe de journalistes s'est réuni avant le SNJ, ils se sont réunis et ils ont commencé à dire un journaliste digne de ce nom, deux points, ouvrez les guillemets, peut faire et ne doit pas faire toute une série de choses. Je pense que c'est très important parce que c'est ça le contrat. Quand vous rentrez dans l'hôtel de ville, il est écrit liberté, égalité, fraternité. Eh bien, quand vous déclenchez un média, il est écrit ma charte de valeurs. Le Monde a sa charte de valeurs, les Échos ont leur charte de valeurs, qui ont été en leur temps absolument remarquables. Et nous n'en parlons pas. Et ça, je trouve aussi que c'est dommageable parce que ça veut dire que vous êtes en droit de considérer que je n'ai aucune valeur. Bien sûr, moi, à titre personnel, je ne suis que valeur, je rigole. Mais vous pouvez considérer que donc ce monde journalistique n'a aucune valeur, alors qu'il devrait en avoir. Et le pire, c'est qu'il en a. Et puis, une deuxième chose, c'est que nous avons parlé, quand vous avez parlé de la vérité. Pour moi, vérité, ça consiste à mettre en branle une succession de dispositifs, de pratiques, d'exercices qui font que je peux contribuer à vous apporter quelques lumières de vérité. Ça veut dire le reportage, ça veut dire le rappel historique d'un certain nombre de choses, l'interview et un certain nombre de techniques qui s'appellent la déontologie du journalisme. Quand ces éléments-là ne sont pas présents chez CNews ou autres, ils ne sont pas déontologiques. Il y a un problème par rapport à notre métier. C'est pour ça que je dis à Olivier que ça n'est pas seulement une affaire d'opinion, c'est une affaire de savoir à quoi on s'expose par rapport à des gens qui prétendent effectivement avoir des discours de vérité, alors qu'ils ne remplissent pas, de mon point de vue, les droits et devoirs du journalisme pour contribuer à cette chose essentielle politiquement qui est des choses en relation avec la vérité. Pas la vérité au sens papal du terme, pas la révélation de la vérité, vous voyez ce que je veux dire? Non, l'établissement des faits. Que s'est-il passé? Ça, c'est essentiel. Et vous allez voir, j'y reviens, dans cette guerre, cette question va revenir lancinante, permanente, mais au bout du compte, qui dit la vérité? Et ça, c'est mortifère pour nos pays. C'est profondément mortifère. Alors, j'ajoute quelque chose, si je peux me permettre, après cette formidable plaidoirie. Il y a quelque chose en plus qui doit contribuer effectivement à l'établissement de la vérité, c'est le questionnement. Bien sûr. Et moi, je le répète souvent quand on fait des débats, des présentations, des questions de la presse, je leur dis, mais vous n'imaginez pas comme quand même les gens discutent, s'engueulent, ne sont pas d'accord à l'intérieur des rédactions. Bien sûr. Et donc, effectivement, ce questionnement, ce débat permanent à l'intérieur d'une rédaction aussi participe à cet esprit de dire, bon, voilà, les choses ne sont pas tout blanc, tout noir, on est évidemment dans des nuances de gris et qu'il faut toujours essayer de trouver la focale la plus fine possible pour dire les choses. Voilà. D'autres questions dans la salle?
Alors, attendez, parce que si et madame dit, Ah ouais, ça va pas. question. Justement, Donc si je vous pique la parole pour la donner à C'est l'autre, une perte de valeur. donc vous ça êtes. prolonger ce que vous venez de dire sur l'absence de déontologie concernant ces news. On ne peut pas dire que c'est une chaîne d'infos, c'est quand même une chaîne d'opinion. Alors on est complètement dans le déni. Et quand on voit certains journalistes qui, justement, je pense notamment à certains qui étaient service public France 2, viennent et débattent sur cette chaîne, est-ce qu'ils ne contribuent pas justement à cela? Je ne citerai personne. Moi, je peux citer quelqu'un et vous répondre, si je peux me permettre, Olivier. J'ai interrogé, malheureusement, on n'a pas eu le temps dans le documentaire, mais j'ai interrogé longuement Laurent Geoffrin, qui a une position intéressante. Gérard Leclerc. J'ai pas interrogé Gérard Leclerc, vous avez raison, vous faisiez probablement référence à lui, ancien journaliste de France 2. Mais Laurent Geoffrin, ancien patron de Libération, ancien patron de l'Obs, interview extrêmement intéressante. Il va 2 fois par semaine débattre sur le plateau de Pascal Praud. Et il a une explication intéressante. Il dit, c'est incroyable comme on me reconnaît beaucoup plus dans la rue, alors que des plateaux de télé, ça fait longtemps que j'en fais. Il dit, voilà, cette chaîne est très regardée, et on m'arrête dans la rue pour dire, heureusement que vous étiez là un peu pour nous défendre, parce que votre voix est quand même extrêmement rare. Lui parle d'un spectacle. Il dit, j'ai dit, mais ça s'engueule beaucoup. Est-ce qu'il y a vraiment de l'info chez Pascal Praud? Alors malheureusement, Pascal Praud a refusé notre interview. J'ai essayé plusieurs fois. Je l'ai contacté, Pascal Praud, il a refusé l'interview. Il est venu au Presse Club. Il est venu au Presse Club. Voilà. Je serais ravi un jour de débattre avec lui au Presse Club. Je suis militant de rien du tout. J'avais quelques questions intrigantes à lui poser. Pour finir sur Laurent Geoffrin, lui dit, on ne peut pas laisser la place vide. Donc j'y vais. Il est un peu payé. Je lui ai posé la question. Il est un peu défrayé. Pas une fortune. Je pense pas que ce soit une fortune. Je vais pas demander le montant. Enfin, il y va 2 fois par semaine. Et il dit, mais non, mais on a le temps de parler. Je dis, comment ça vous avez le temps de parler? Il dit, oui, c'est une émission qui est très longue, qui dure 2 heures le matin chez Pascal Praud. Il dit, on a le temps de parler. Et oui, je m'en prends plein la gueule. Oui, je sais que j'ai face à moi beaucoup de gens de droite et de droite extrême, mais j'y vais quand même pour pouvoir quand même faire passer quelques valeurs et quelques informations. Est-ce qu'il faut boycotter cette chaîne? Je n'en sais rien. Hervé? Olivier? Je ne réponds pas à cette question. Bah, moi, je suis pas pour l'interdiction d'RT Gérard de Leclerc. Russia Today. Alors ensuite, Oui, mais on je suis ne pas peut pour pas l'interdiction de acheter nos CNews. Moi, je propres pense que là, en l'occurrence, la question du statut est tout à fait bonne en disant voilà, sur le cahier des charges, je pense que c'est une Oui, c'est ça, c'est la loi. c'est une vraie question. Mais alors, quelles sont les conséquences de ne pas respecter cette loi, du coup Ah bah vous avez raison, l'État ne fait pas son travail. Le gendarme, l'ARCOM ne fait pas son travail. Alors c'est parce que en fait ils sont Ils malins. ont condamné plusieurs fois Non, mais CNews pour des ils sont propos malins excessifs de parce que notamment. sur CNews demeure tout de même Quelques toutes les journaux, demi-heures, ouais, au moins un bien sûr. journal, Un petit peu de reportage. un peu de reportage, et c'est bon, voilà. Donc, C'est un fond d'écran. ensuite, c'est l'inverse de France Info, c'est-à-dire que je le dis d'autant plus facile. Sur France Info, le truc qui est le plus important, c'est les journaux, c'est les infos toutes les 10 minutes. Moi, je suis censé faire du bruit avec ma bouche pour combler le laps de temps entre deux journaux ou entre 2 rappels de titres. Alors que finalement, sur CNews, c'est un peu l'inverse, quoi. Voilà. Quoi. Mais C'est Pascal Praud, au Ouais. début, moi j'ai fait pendant 2 ans, tous les mercredis matins j'y allais. On était payés. Très bien. De façon modeste. Alors dis-nous combien t'étais payé, parce qu'il n'a pas osé poser la question. Oui, j'ai pas posé la question. Je sais pas, c'est de l'ordre, je peux dire... Une centaine d'euros par émission peut-être? Je dirais entre 100 et 150 émissions, voilà, c'est à peu près ça. Ce qui était beaucoup moins que d'autres, peut-être plus que certaines, qui n'étaient qu'à 100. Ah ben sur vos informés, c'est 0 par exemple. La Donc, meilleure, je- non, la meilleure, si vous voulez que je vous dise, était incontestablement Canal+. Bon, voilà. Mais non, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'au départ, Pascal Praud, quand il s'est lancé pour son émission, là, il partait de rien. Et sa volonté, c'était pas d'adopter un point de vue particulier ou de faire une chaîne de droite. Au contraire, ce qu'il voulait absolument, moi je m'en souviens, c'était du buzz. Il était fan de buzz à un point, mais dingue. Il fallait absolument dire des trucs qui étonnaient tout le monde. Ça s'engueule? Il fallait s'engueuler, il était tout content, il bichait quand on s'engueulait. Et si on s'engueulait pas, c'est lui qui provoquait la querelle. Non, mais c'était ça, Pascal Praud. Et Bon, il c'est a du eu- spectacle. Et Voilà. c'est plus- Et il l'assume, c'est vrai que c'était plus du spectacle. Hein. Absolument. Pas dans, Et voilà. si- Il y a oui. Morandini aussi.
Mais oui, mais oui. C'est du spectacle. Mais oui, mais c'est pour ça que moi, pardon, le mot spectacle me gêne un peu. Pour moi, c'est une dégradation Du débat public, de l'information. Et commencer par quand tu vois des hommes politiques de premier plan qui viennent dans l'émission de Drucker, Mais nous sommes d'accord. Mais et quand on voit Giscard qui joue de l'accordéon, non mais ok, Ah, mais ça, c'est ça, ok, d'accord, Ouais, mais l'échange, si l'échange est fatalement un exercice de violence, nous n'aurons pas à nous étonner d'avoir une violence dans la proximité de nos vies. Tout le monde aspire maintenant à un peu de retour au calme, à un peu de sérénité dans les esprits. Cet échauffement, moi je trouve, me fait peur, ça me terrorise. Et quand j'ouvre le poste de voir que parfois, on finit par ne plus comprendre ce qui est en train de se dire parce que l'élévation du taux d'adrénaline est telle. Franchement, je trouve ça redoutable. La démocratie, c'est aussi une forme de débat vif, mais qui néanmoins ne suppose pas de sauter de sujet en sujet à grands coups de clash. Ça, je trouve ça dommage. finalement, Hervé, la démocratie, c'est un peu ce qu'on vient de faire au Presse Club. Mais exactement maintenant que j'y pense. Et ben voilà, et ben ça sera d'ailleurs le mot de la fin. Non, j'ai une Ah non, non, Ah, vous mais avez oui. Ah oui, oui, pardon, là je Je ne vais. suis pas d'accord. Ah, là vous avez tout à fait Très bon raison. début. Vous avez tout à fait raison. D'abord, juste pour rebondir, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'il y a des règles en fait dans un débat. Et à partir du moment où les règles ne sont pas respectées, il ne peut pas y avoir de débat en fait. C'est autre chose. Non, mais quand on Bien sûr. enseigne l'art de l'éloquence, il y a des règles en fait. Hein, voilà. Absolument. Non, ma question c'était plutôt de savoir quels sont les principaux enseignements de votre enquête. Allez la voir au cinéma. Ça, j'ai bien compris. Pardon. Non, c'est du mercantilisme après, voilà. Mais parce qu'il y a une petite économie au cinéma. Et de... Oui, il y a Nous plusieurs allons faire passer un chapeau. Il est dans plusieurs salles à Paris, il est au Luminor à Hôtel de Ville et il était au 7 Parnassien à Montparnasse, mais bon, il est sorti mi-février, donc il est plus dans toutes les salles, mais il est encore, il est encore dans Alors c'est quoi les Luminor Hôtel de Ville. Non, mais Non, c'est qu'il y a danger. Oui, l'enseignement, il tient en une formule qui plaira je pense, toute cette assistance, c'est qu'une démocratie en bonne santé est une démocratie bien informée. Et donc voilà, il y a plein d'îlots de journalistes qui se battent super bien au sein d'énormes rédactions comme de plus petites rédactions pour raconter leurs histoires et arriver à faire sortir leurs affaires. Mais on a constaté que c'était de plus en plus dur. Voilà, que c'était de plus en plus dur de pouvoir aller au bout des enquêtes. Et je rebondirai parce que dit Hervé tout à l'heure, quelle était l'urgence d'Emmanuel Macron d'annoncer la fin de la redevance. 138 € que ne payent pas tous les citoyens d'ailleurs, les revenus les plus modestes ne la payent pas. Il faut la réformer cette redevance. Elle était trop sur les télés, trop axée sur les télés. Maintenant il y a des écrans partout. Mais il se trouve qu'au début de nos débats, je prenais l'exemple du gouvernement britannique, de Boris Johnson, qui a annoncé la fin de la redevance dans 2 ans. Mais ça c'était avant Emmanuel Macron. Hein, et ce qui va considérablement affecter les programmes de la BBC. Là, je crains, même si, parce que leur explication, c'est le budget, ça sera sanctuarisé à l'Assemblée nationale, sauf qu'il sera débattu. Et quelle majorité demain, quelle majorité dans 5 ans. Et non, je trouve que c'est un très mauvais signe, vraiment très mauvais signe. Et moi, j'ai souvent défendu France Info ou France Inter. Voilà, cette radio n'est pas uniquement écoutée. Ces radios ne sont pas uniquement écoutées. Si France Inter est devant RTL, c'est pas uniquement une radio écoutée par des dangereux gauchistes qui sont abonnés à Télérama. Ça reste une radio très pluraliste, donnant énormément la parole à beaucoup de courants de pensée différents, et on a besoin d'un service public très fort. En tout cas, vraiment. juste pour dire un mot à la suite de ce que tu viens de dire là, c'est que la possession, cette concentration des médias dans peu de mains suppose au moins un service public puissant, un service public indépendant. Et pour l'heure, c'est quand même ce qui se passe et il est plutôt gagnant. Je trouve ça formidable, absolument formidable. Ce qui se passe pour France Info, France Inter. Oui, c'est sûr. La puissance de France 2, des France 2 Exactement, en c'est région. génial. Et donc, on lance comme ça cet appel aux citoyens, faites en sorte que votre exigence pour un service public digne de ce nom, comme on disait à propos du journalisme,
soit en place, qu'elle existe, que ça soit une priorité politique. Oui, mais économie fragile. Mais une économie. Oui. On revient toujours. Vous avez raison, bien sûr. Ça prend dans la Bien sûr. Bon, merci à vous en tout cas Merci d'avoir Merci, assisté Didier. activement à ce débat. Que, mis à part ce qu'a dit Hervé, était très intéressant. Très bonne soirée à tous et à bientôt.